Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se lance dans une plongée assez fascinante au cœur d'un texte vraiment intime. C'est un manuscrit d'autofiction qui s'appelle Chez les Carrés. Ouais, un texte super riche. C'est ça. Et l'idée de notre exploration, c'est de décortiquer de façon totalement objective la vision de l'auteur. De voir comment il décrit cette mécanique universelle d'une famille qui fait face à la prise d'indépendance des enfants. Tout à fait. L'auteur se concentre vraiment sur l'année 2026. Il nous présente une famille ordinaire du Sud-Ouest, les Carrés. On a donc les parents, Frédéric et Hélène, et puis... Et leurs trois enfants, quoi, Mathis, Yann et Lucie. Voilà. Et l'auteur nous plonge directement dans le vif du sujet, le matin du 20 décembre, avec une scène hyper banale, Frédéric prépare son café. Un café qui est d'ailleurs immanquablement trop fort, selon le livre. Bah ouais, c'est le genre de petits détails quotidiens qui parlent à tout le monde. Mais au-delà du café, c'est surtout le moment où il réalise que ce Noël, c'est un point de bascule. Absolument. Le texte décrit vraiment cette prise de conscience brutale. Ses enfants grandissent, et ce groupe de 5 vit sans doute ses tout derniers moments sous cette forme aussi fusionnelle. D'ailleurs, dans le manuscrit, il y a cette analogie que je trouve très parlante. L'auteur compare carrément la famille à un système solaire. Ah oui, la fameuse métaphore cosmique. C'est ça, un système solaire dont la gravité serait en train de changer. Les planètes, donc les enfants dans ce cas-là, s'éloignent du Soleil central pour trouver leurs propres orbites. Et le truc frappant, c'est que l'auteur ne présente pas ça comme une perte. C'est plutôt une évolution nécessaire, mais ça reste super angoissant pour les parents. Ah bah tu m'étonnes. Le livre analyse vraiment cette peur, genre l'angoisse de devoir exister sans être le centre absolu de la maison. C'est terrifiant pour un parent. L'idée forte du texte, c'est qu'une famille saine doit paradoxalement se défaire pour mieux se retrouver. On rapporte juste l'idée du livre, hein, mais c'est puissant. Sauf que cette transition, elle crée une panique sourde au début. Et ça explique complètement cette ambiance super tendue autour de la table de Noël. Ouais. La peur de perdre le lien les pousse à surprotéger le moment. Du coup, tout le monde se met à cacher ses fardeaux. L'illusion de la transparence totale, quoi. L'auteur nous montre que chacun cache ses luttes par pur amour. Prenons Matisse, l'aîné, par exemple. Ah, Matisse. Il est un peu lunaire et surtout, il est en pleine précarité financière étudiante. Et le texte explique très bien comment il gère ça. Il s'en vante une façade, en fait. Genre avec sa voiture C4 customisée. Exactement. Et son vieux blouson d'aviateur, celui de son père, qu'il porte comme un vrai bouclier psychologique contre sa propre vulnérabilité. Et pour Yann, le cadet, c'est pareil. Le manuscrit dit qu'il utilise son attitude de frondeur pour masquer l'épuisement total de sa classe préparatoire. Même Hélène, la mère, n'y échappe pas, hein. Le texte raconte son deuil silencieux. Elle a perdu son métier d'institutrice paternelle et elle compense en se jetant à corps perdu dans la fabrication de décors de théâtre. Elle bâtit des mondes en carton pour fuir le sien, en gros. Mais c'est là que je me pose une vraie question en lisant ça. Le texte présente cette pudeur familiale comme de la protection, mais est-ce que c'est pas juste un immense mur invisible? C'est toute l'ambiguïté que l'auteur essaie de souligner. Parce qu'au final, ils sont tous ensemble à manger la dinde, mais ils restent complètement isolés dans leurs problèmes. C'est une vraie cocotte minute d'affection refoulée, ouais. Mais le manuscrit souligne que c'est une dynamique hyper commune. On connaît tous cette situation où on ravale une mauvaise nouvelle, pro ou perso, juste pour préserver la magie d'un repas de fête. C'est pas faux, mais bon, toute cette pression dans le livre, elle finit inévitablement par chercher une valve d'échappement. Et ça se produit lors d'une sortie au café-théâtre, La Marelle. Oui, un moment financé par les enfants eux-mêmes. Le texte précise même un détail touchant. Lucie a sacrifié l'intégralité de ses 30 € d'argent de poche mensuel pour ça. 30 €, c'est énorme à cet âge. Carrément. Ce geste montre bien qu'ils ressentent tous l'étouffement et veulent offrir une respiration à la famille. Et c'est là, en plein spectacle, que l'improbable arrive. La scène de catharsis, Hélène, qui est d'habitude si discrète, elle explose en fait. Elle se lève et hurle son amour pour sa famille devant tout le public. Ce qui provoque un blanc glacial et une gêne absolue chez le père. C'est une scène surréaliste, hein. Surréaliste, ouais. Mais d'un courage inouï selon l'auteur. Ce cri public, ça répond directement à ce doute sur le mur invisible dont on parlait. Pourquoi le crier devant des inconnus du coup? Parce que la maison était devenue le lieu du faux semblant. L'auteur explique que pour que cette vérité redevienne réelle et perfore l'armure de chacun, elle devait sortir du huis clos familial. C'est fascinant. Donc, si on résume l'analyse du texte, réussir sa famille, c'est ironiquement accepter qu'elle n'ait plus besoin de fonctionner sous le même toit.
C'est exactement l'idée finale. Le système solaire s'élargit, la table du salon n'est plus le centre obligatoire, mais devient juste un point de ralliement choisi. Ça laisse vraiment de quoi réfléchir. Ça nous amène d'ailleurs à une pensée finale assez provocatrice à garder en tête après cette exploration. Je vois très bien vers quoi on se dirige. Si un auteur écrivait le manuscrit de notre propre existence familiale cette année, quel non-dit ou quel amour étouffé par simple pudeur mériterait d'être soudainement hurlé au beau milieu d'une salle de spectacle?